de moi. On est sorti de notre studio pour venir dans la forêt de Fontainebleau, une forêt incroyable que tout le monde connaît, de plus de 22 000 hectares, je crois que c'est ça. Mais je suis avec des personnes très qualifiées qui vont pouvoir me donner plus d'informations. On est ici dans la réserve de biosphère de Fontainebleau qui nous accueille aujourd'hui. Et le but de cette émission, c'est de parler de la forêt française. La forêt française, elle est confrontée à un nombre d'enjeux incroyables aujourd'hui, et particulièrement l'enjeu du réchauffement climatique qui, nous, au sein de notre média Umeco, nous est très cher. Un enjeu hyper important. Et on est avec les meilleures personnes pour en parler, des forestiers qui travaillent au quotidien dans la forêt pour s'occuper de la forêt. Ils vont nous expliquer le sens de leur métier, à quoi ils sont confrontés, en quoi ça consiste d'être forestier. On va parler pendant 1h30 et je suis bien sûr accompagnée de mon fidèle acolyte Jean-Claude. Jean-Claude, vous le connaissez. C'est Rossé, comment ça va Rossé? Eh ben écoute, ça va, j'espère que ici, je sais plus, on a beaucoup. J'espère que notre studio va vous plaire parce que on a mis très longtemps à l'aménager. Ouais, on a fait pousser des arbres depuis à peu près une vingtaine d'années pour pouvoir être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Eh ben, on va peut-être commencer par une petite présentation de nos invités. De nos invités de qualité. Est-ce que ça va bien? Très bien, Très bien. On est aujourd'hui avec Aline et Alexandre. Qui sont du coup forestiers. c'est ça, c'est ça. Est-ce que Vas-y. vous pouvez vous présenter, du coup, vous pouvez commencer. Hein. Ouais, donc du coup, moi je suis Aline, donc du coup je suis technicienne à l'Office national des forêts. Ça fait à peu près, ça fait une année que je suis technicienne et avant je travaillais aussi à l'Office national des forêts, mais je faisais un autre métier. Du coup, ça fait à peu près 4 ans que je suis ici. Okay. Donc Alexandre, responsable adjoint de l'unité territoriale de Fontainebleau. Donc depuis moins d'1 an, j'ai un métier très diversifié depuis mon parcours ONF qui date de 22 ans lui déjà. Voilà. Ça marche. Est-ce que nos studios vous plaisent? Ouais, c'est magnifique. Et puis je suis à domicile, donc je peux d'autant plus facilement l'apprécier ce parcours. Tu travailles à Fontainebleau ici? Voilà, je suis responsable de cette forêt voilà, okay. de Fontainebleau. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure tu es parti dans la forêt. Là, Exactement, il y a eu un petit okay. Voilà. Petit rangement de lit. Exactement. Tu es allé ranger la forêt en fait. Non, il y a... Balayer le sol. On gère les problèmes en direct malgré l'émission. Voilà. Ah, bah, pas mal. Bonne réponse. Eh ben, on va juste commencer par une petite question toute simple. C'est pourquoi devenir forestier du coup? Pourquoi? Alors c'est une grosse question. Ouais. Si, non, c'est vraiment... moi, déjà, c'est les études que j'ai fait. Moi, j'ai fait un BTS en gestion et protection de la nature. Donc du coup, la nature au sens large. Et dans la nature, il y a la forêt. Donc du coup, c'est vraiment un des milieux naturels qu'on trouve le plus en France. Et c'est hyper intéressant de s'en occuper parce que c'est la durée de vie des arbres, c'est pas la même que la nôtre. Quand moi, je commence à m'occuper des arbres, pour moi, en fait, c'est pour notre avenir. Donc en fait, ça permet de laisser un héritage, de s'occuper de ce qui avait été avant et ce qu'il y aura plus tard. C'est vraiment, je trouve que ça a beaucoup de sens pour ça. C'est pour ça que j'aime bien travailler en forêt. Ouais. Okay. Ouais. Tu as toujours eu cette sensibilité? Ouais, je pense, okay. ouais. Donc dès petite limite, tu savais que tu voulais travailler avec la nature? Avec la nature, ouais. Ça a commencé parce que je faisais de l'équitation quand j'étais petite. Donc du coup, quand on cherche un peu ce qu'on veut faire comme étude, c'est pas forcément évident, matière générale, pas générale. Puis l'école, moi j'aimais bien, mais il fallait vraiment que ça m'intéresse pour que j'y arrive, parce que sinon... Voilà, et du coup, en lycée agricole, j'avais d'options équitation. Donc du coup, je me suis dit, bah, on va déjà commencer là. Et là, du coup, on rentre dans les milieux nature et ça m'a plu à fond. Donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est sûr, je vais faire ça plus tard. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'ONF, du coup. Ok. Et toi, Alex? Ben moi, le parcours est un peu similaire. Hein. Je suis tombé dedans, si je puis dire, quand j'étais petit. Comme Obélix. Voilà. Grâce à mes parents. Moi, c'est mes parents qui m'ont emmené très jeune en forêt, qui m'ont donné cette envie de découvrir la nature, d'être proche d'elle et du coup d'avoir toujours un regard un peu critique et bienveillant sur cette nature. Et donc ils m'ont emmené très tôt. Je passais aussi des heures du coup à regarder les champignons, les arbres. Ça fait combien de temps que tu es dans... Ça fait 22 ans que je suis à l'ONF. Sinon, entre le moment où je suis parti dans cette voie professionnelle et le monde petit, donc ça fait maintenant 45 ans. Okay. On m'a dit voilà. aussi que tu étais un grand fan des animaux. Exactement. Ou de la biodiversité oui, en général. Je fais partie du réseau mammifère de l'ONF, donc effectivement je m'intéresse à tout ce qui est faune
Est-ce en que plus de la peut-être, forêt. on ne l'a pas précisé, est-ce qu'il y a un de vous deux qui peut expliquer ce que c'est que l'ONF Ouais. et c'est quoi, en 2 phrases, parce qu'on va détailler pendant l'émission, mais c'est quoi le rôle de l'ONF pour les gens qui ne savent pas? Alors, l'ONF, c'est un organisme d'État, c'est un établissement public donc, qui gère la forêt et tout un tas de milieux naturels, donc que ce soit des landes, les milieux de montagne, les milieux boisés et non boisés, si je puis dire, pour le compte de l'État et des forêts des collectivités. En précisant que toutes les forêts ne sont pas à l'État en France. Exactement. C'est même une part relativement... Oui, c'est 25% les forêts d'État, ouais. 25%. Il y a des une- collectivités. Ouais. Il y a une Public. majorité de forêts qui sont privées en France. Donc, du coup, et 25%, c'est les forêts qui sont des collectivités publiques qui sont du coup gérées par l'ONF. Ok, Voilà. Exactement. ça marche. Alors pour se lancer dans l'émission, on va faire un petit quiz pour vous, les viewers qui nous regardez, pour tester un petit peu les bases à propos de la forêt, parce que je ne sais pas si au quotidien vous avez l'impression que les gens connaissent bien la forêt française ou Il y a beaucoup d'idées reçues. des idées reçues. Du coup, Ouais. on va voir. Mais après, les gens sont très intéressés. En tout cas, ça, on ne peut pas leur enlever. Après, des fois, les connaissances sont un peu. Plus approximative. C'est ça. Ouais, je tiens à préciser, moi, pour le blind test, chaque fois, je suis dans l'équipe qui perd et plus personne ne veut jouer avec moi. Je vous le dis Ok, tout de suite. bah, je ne me mettrai pas avec Alexandre sur le blind. Mais moi non plus. J'irai demander un renard dans la forêt ou. Je vois un sanglier là-bas qui est chaud pour être avec toi. Les sangliers sont mes amis. La première question de ce blind test, ce n'est pas un blind de ce quiz, et vous allez nous dire si vous avez la réponse, mais on va attendre de voir dans le chat. La première question, c'est un vrai ou faux? Il existe un internet de la forêt et les champignons en sont les créateurs. Et il n'y a pas la régie ne gère pas. La régie, on vous aime. Affichez les trucs. Chez l'iPad. Non, il y a peut-être une petite latence parce que oui, je vous suis aussi avec Est-ce que dans le sur chat, il y a téléphone. des gens qui répondent sur ça? Non, pas pour l'instant. Non, Est-ce que non. vous, ça vous dit quelque chose, l'histoire d'Internet de la forêt? Oui, Ouais. oui, oui, il y a des mycorhizes, il y a tout un système racinaire qui permet aux arbres de communiquer entre eux par le biais de la mycorhisation, de développement racinaire, des filaments justement qui sont liés aux champignons et Ok. qui mettent en interaction les arbres entre eux. Quel filament? Parce que En moi, fait, je vois un champignon. On a, voilà, c'est, on a du mal à une tête, imaginer, c'est que nous, comme on voit le champignon, donc le pied et le Ouais. chapeau, c'est seulement la partie reproductive du champignon. En fait, la vraie partie du champignon, ça va être des filaments, donc des tout petits fils très très fins qui vont se retrouver dans la terre et du coup qui vont être en communication avec les racines, en connexion en tout cas avec les racines des arbres et tout ça. Donc du coup, nous on voit le champignon, bah, on se dit c'est juste ça, et en fait non, c'est un ensemble de filaments qui se retrouvent sous la terre Voilà. et qui sort pour Et se ils reproduire. vivent en symbiose et ils s'apportent mutuellement. des Donc choses. tous les filaments, tous les champignons et tous les arbres sont connectés. Voilà, c'est ça, Ils c'est une sont en lien, interconnexion reliée entre eux. Comme un câble Internet. C'est pour ça qu'on compare ça à Internet, parce que c'est un peu comme une sorte de réseau Ouais. avec Exactement, plein de fils et exactement. où on s'envoie des informations. Il y a même des C'est le virus réseau avec souterrain. les maladies. Enfin, C'est par ce donc, réseau qu'ils arrivent à parler, mais sans champignons, les arbres, est-ce qu'ils pourraient. Alors ils arrivent à parler, nous on le place par rapport à l'humain, donc du coup c'est pas vraiment de la communication qui est comme ça. Oui, c'est une En fait, c'est- communication, Pour citer un exemple, par exemple, dans un réseau où il y a plusieurs arbres, s'il y en a un qui a une maladie ou un problème, par ces éléments, il va pouvoir envoyer des phéromones qui, bah, du coup, comme tout est en lien, et bah, les phéromones vont passer de l'un à l'autre et les autres arbres vont pouvoir réagir du coup au fait S'adapter, qu'il y en ait un qui a eu du stress. C'est une communication qui est plus liée aux phéromones, aux hormones des arbres du coup, plutôt qu'une communication. Ils discutent pas entre eux et se taper la bavette comme ça, se raconter Bah, leur si, vie. ah, Mais, si, mais du coup, certainement. un état de stress chez un arbre va pouvoir être passé à l'autre qui va pouvoir réagir ou anticiper peut-être pour pas être touché C'est du même par stress. les prédateurs qui peuvent arriver suite au stress qu'il y a eu sur l'arbre. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est que j'avais vu, je sais pas si c'est une étude ou une news, je m'en souviens plus, mais en gros, il disait comme quoi s'il y avait un. Ça n'existe pas un prédateur pour les arbres, mais si, bah, un prédateur du coup pour un Une arbre. chenille, par exemple, qui vient Manger prédater les les feuilles, feuilles, donc là c'est un prédateur de l'arbre parce qu'à un moment Comme l'arbre quoi, va les perdre petits, peuvent toute être sa prédateurs. capacité de respiration parce qu'il aura plus de feuilles. Ouais. Voilà. Et donc du coup, si un prédateur, donc merci de la confirmation, touche un arbre, il peut dire à l'autre attention, il y a, Voilà, exactement. il y a Jean la chenille qui me. Petit Ok. système d'alerte Ok. qui est communiqué par le sol et le réseau Internet du sol. Pas mal. C'était ça. Vous nous avez apporté une très bonne Ouais, de explication. ouf. La deuxième question, c'est comment s'appelle cette arbre? C'est une photo que normalement vous voyez affichée. Est-ce qu'elle est affichée, José? Je pense qu'on est plus en direct sur l'écran. Juste Elle ici, est Raph, affichée. Raph, juste ici là. Est-ce qu'elle est affichée? Elle est affichée. Voilà. Parce que Comment moi, c'est en s'appelle retard. cet arbre?
Vous l'avez, j'imagine. Alors nous, la photo est... Dans le soleil, c'est pas évident, et Alors de pour vous, loin. ouais, il l'a mis à 20 mètres dans le soleil, c'est C'est pour ça. Vous voulez voir les réponses aussi comme ça? Non, non, mais ça, on le voit Est-ce de. que dans le chat, il y a des gens qui ont la réponse? Alors bah moi j'arrive un peu en retard le chat, mais non, il y a juste Nathan qui dit pique-nique. Ah si. Sequoia, un être. Non, non. Alors oui, ça peut être un être, mais pas l'arbre. Un être vivant. Un être vivant. Ouais. Poum, Allez. poum. Eh bien, c'était un Un frêne. baobab, Oui, il dit. oui, frêne, effectivement, c'est mais c'est pas un frêne qu'on a l'habitude de voir dans notre forêt, c'est plus un frêne de milieu ouvert. Donc il a un port qui est assez évasé, élargi si je puis Ok. dire. Donc son houppier, ses branches s'étalent sur une distance assez importante, alors qu'en forêt, les arbres des frênes sont davantage croissants vers le ciel et avec un port beaucoup moins étagé. Ok, Voilà. et c'est exactement la même espèce, mais selon où elle va pousser, elle va Voilà, prendre elle une n'aura forme. pas le même aspect visuel. Voilà. D'accord. Comme là, on voit exactement, là, on a un arbre de place, si je puis dire, qui a poussé avec de la place autour de Ouais. lui, et donc il a un port très ouvert, tandis que les arbres qui sont derrière, qui ont poussé un peu plus serrés entre eux, bah, du coup, ils ont un port plus élancé, avec des branches qui sont moins retournées sur l'extérieur. Aline, c'est quoi cet arbre là juste là? C'est un marronnier. Aline, elle est là coincée. Non, non. Aline, elle connaît tous les arbres. J'ai fait un petit repérage avant de l'état des lieux. Justement, le frêne, c'est quoi sa particularité? Parce que je vois qu'il est assez touffu par rapport à celle-ci. Est-ce qu'il est touffu pour apporter de l'eau longue ou quelque chose comme ça ou pas Alors forcément il était utilisé dans le temps autour des fermes, par exemple dans les alpages, pour justement nourrir le bétail grâce à ses rameaux, ses branches. Donc en période de disette, de fourragère, bah, du coup on utilisait ses branches et ses feuilles pour nourrir le bétail. Je sens que ce soir, on va se coucher vraiment pas con du tout, quoi. Ouais, on apprend déjà En pas mal de en choses. termes de forêt, par exemple, c'est un arbre qui est de très belle qualité, où on peut faire des beaux meubles de qualité, Ok. avec un impact visuel assez blanc et avec des veines sympas. Ça rend très bien. Ok. Malheureusement, c'est un arbre qui est très sensible aux évolutions climatiques et qui est touché par un champignon qui se déplace. Ouais. Alex, on te stoppe, on en parle après. Ça marche. Parce que sinon, après, on s'embrouille. Ouais, Mais ça nous On intéresse, s'adapte. c'est vraiment là, on est vraiment là pour ça. Vrai ou faux, 50% de la forêt française se trouve dans les dom-toms, dans les territoires d'outre-mer. Alors, est-ce que les petits loups y répondent? Merci Lauriane, José Bac plus 8 en jeu de mots. En connerie tout court, je pense. Alors, faux, 50%, oh, faux. Ok, bon, il n'y a que des faux. Il n'y a que du faux, il n'y a que du faux, il n'y a que du faux. Alors ils disent tous faux vos auditeurs, mais ils disent faux pourquoi? Ils disent faux, Il faut juste 50% ne se trouve pas dans la forêt française, Voilà. pourtant c'est vrai. C'est vrai. Vous me le confirmez? C'est vrai, oui, oui. Faut pas oublier, Exactement. comme on l'a dit au début, on a l'impression que on se dit le territoire métropolitain est beaucoup plus grand, il y a plein de forêts, il y en a forcément plus, mais on parle des forêts publiques. Et comme on a vu au début, il n'y a que 25% du territoire de métropolitain qui sont des forêts publiques, donc du coup 25% par rapport à tout ce qu'on trouve dans les dom-toms, du coup il se trouve qu'il y a une majorité des forêts publiques qui se trouvent du coup dans les dom-toms. On a la Guyane qui par elle-même J'allais le représente dire. un C'est ça, pourcentage ouais, énorme ouais. par son. Bah, la Guyane, c'est une forêt C'est le tropicale, poumon, donc, c'est le poumon de l'Amérique centrale. Pourquoi dans les du Sud. dom-toms, les forêts sont plus publiques? Enfin, pourquoi il y a une grande part des forêts dans les dom-toms qui sont publiques et pas... Ah, j'ai posé la Bonne première question, colle au bonne question, je pense que c'est lié à l'historique et à l'histoire À l'histoire de ces territoires. Ouais, des Puis même territoires. La hein. forêt amazonienne, je pense, Ici. notamment en Guyane, c'est difficile, je pense, de la rendre. C'est- privée, ouais. non Sûrement, ouais. Parce que si tu l'as pris, enfin, je sais pas, en réalité, C'est je lié à sais notre pas la histoire, réponse. effectivement. pas. Je sais qu'elles sont touchées par l'orpaillage illégal. Exactement. Voilà, ça il faut en Ouais. Avec reparler. des pollutions au C'est vrai. mercure. C'est vrai que c'est pas les mêmes menaces que forcément en métropole. Puis c'est pas le même accès pour aller dans les forêts. C'est beaucoup. Nous ici, l'accès, surtout en Île-de-France, l'accès est très facile dans les forêts que dans les dom-toms. C'est la jungle quoi, C'est quand plus on y sauvage, va. c'est la Ouais, jungle. c'est pas. En tant que forestier, on peut aussi aller travailler en Guyane, Ah, trop bien. par exemple. On J'ai a un des collègue là, collègues qui était à ici. Ah ouais Fontainebleau, qui vient de partir à la retraite, qui a fait quelques années en Guyane. Et Qu'elle fasse il en garde attention, quand des même. bons souvenirs de ces expéditions, justement pour lutter contre l'orpaillage Ah. illégal. Cool. Bah, on a une amie qui fait ça justement. Mais et du coup, ça vous a jamais dit, vous? Bah,
ça donne envie, ça fait rêver, mais après, pour y vivre tous les jours, on a notre famille qui est ici. Ouais. C'est pas forcément simple de se dire je quitte tout, je vais dans une région qui est certes magnifique, mais je connais pas les essences là-bas, je connais pas je connais personne là-bas. C'est bien quand on y va en vacances des fois, mais pour y vivre tout le temps, c'est pas. Compliqué. Ouais, c'est plus dur. Ouais. On va attendre un petit peu pour la Guyane. C'est ça. Faut pas craindre les moustiques. Quand on sera déjà l'humidité. professionnel. Oui, c'est sûr. Pas tout de suite. La nouvelle question, c'est qu'est-ce qu'une plante pyrophyte? Et pour les amoureux de la langue française, vous devriez trouver assez facilement. Une plante qui supporte le feu et qui y résiste, une plante qui change de forme avec les saisons ou une plante qui prend feu lorsqu'on la touche? Réponse A, B ou C. On attend que les gens répondent. On a toujours ce délai un petit peu... on a le chat. Ah, trop cool. Ouais, On voilà, dit c'est le difficile, feu. là, les loulous. La 1. Si vous avez des jumelles, on va peut-être répondre. Mais... La 3, ça serait trop stylé. Ah, mais t'arrives à voir? Ouais, j'ai les yeux d'un faisan. C'est un... d'un faisan. Je sais pas si les faisans voient bien, pas forcément. Vraiment, c'est l'aigle. Hein. C'est pas les- Je crois que Bah, c'est d'un l'aigle. aigle, c'est peut-être ça que je voulais dire. Bah, c'était la réponse A. La une, du coup Bah ouais, la Donc c'est une. Lauriane qui a gagné. C'est une plante qui supporte le feu et qui y résiste. Il y a des plantes, en Égalisaille. fait, c'est quoi? C'est quand il va y avoir des incendies. Après l'incendie, on fait le constat qu'il y a certaines plantes Voilà, qui ont résisté. c'est exactement. Il y a même certaines plantes qui ont besoin du feu, par exemple certains conifères, pour que leurs pommes de pin s'ouvrent et du coup pour avoir les graines qui s'éparpillent partout, ils ont besoin du coup que le feu passe. C'est une adaptation du coup à des systèmes où il y a beaucoup d'incendies dans certaines forêts ou choses comme ça. J'ai vu ça en Sibérie notamment, où la forêt parfois elle avait besoin justement de Ouais. feu pour se renouveler. ouais, Se pour se renouveler, renouveler. ouais. Ok, et ça, c'est des feux qui démarrent tout seuls dans la forêt, en fait. Peut y en avoir qui démarrent tout seul en forêt dans des endroits très arides. Après, en France, on a beaucoup de départs liés à l'activité humaine, sans 90 forcément que ça ou plus, soit hein. volontaire ou C'est ça, hein. mais un accident, une inattention peut facilement faire un démarrage de feu dans des zones. On pense tout de suite au sud de la France, mais à Fontainebleau, il y a énormément de départs de feu liés à la fréquentation du public. Dont la tour là, des tours qui sont. Dont la tour Exactement, qu'on c'est a. des anciennes tours de surveillance en fait, il y a plusieurs sur le massif comme ça. Puis il y a quelques années, avant le développement des portables, les collègues montaient dans les tours pour visualiser chaque départ de feu. Et par triangulation, ils indiquaient au service d'incendie tel feu dans telle direction, à telle distance. Et peut-être si vous voulez faire passer un petit message aux gens qui nous regardent, comment on fait pour ne pas démarrer un feu Eh ben, on n'en allume tout simplement pas, on ne fume pas dans les massifs sensibles et pas de bivouac avec un feu. Et Tout tu peux simplement. peut-être répéter le chiffre que j'ai dit. Peut-être que tu l'as précisé. Oui, il y a plus de 90% des feux qui sont d'origine anthropique, oui. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. C'est soit par accident, soit volontairement. Mais, Ok. Et est-ce qu'on a une autre question, une dernière question? Ces 30 dernières années, la superficie de la forêt française a diminué, augmenté ou elle n'a pas bougé? Ça- Là, on va voir ce qu'ils répondent. Diminuer. Diminué, c'est sûr, nous dit quelqu'un de très confiant. Augmenté, Augmenter, je je pense. Diminuer, pas bouger. Ça coupe de partout. Augmenter. Et je vous laisse donner la réponse. eh ben, la forêt a augmenté. Elle a augmenté. Depuis, nous sommes à plus de 30%, 32% de surface forestière et elle a doublé depuis 2 siècles. C'est ça. Doublé de superficie, elle est en constante augmentation depuis maintenant la fin de l'ère industrielle. Tu peux nous expliquer pourquoi? Enfin, pour quelle raison? Il y a un petit peu une déprise qui s'est faite au niveau de l'agriculture. Donc la forêt, elle a colonisé ces milieux agricoles. Donc ça a été déjà un premier facteur. Et puis après, il y a aussi une volonté enfin, c'est pas une volonté, c'est plutôt l'aspect morcelé de la propriété privée qui fait que du coup, c'est moins de 2 hectares par propriétaire la superficie en France. Donc du coup, il n'y a pas de gestion forcément dans ces milieux-là. La forêt évolue, donc elle a tendance à coloniser et à se développer. Alors, elle n'est pas forcément très très. Ça, c'est une grosse idée reçue, par exemple. C'est ça. Oui, c'est une grosse idée reçue. Beaucoup de Il gens y a pensent il y a que de l'exploitation forestière, mais c'est pas. En contrario, ça ne met pas en cause l'évolution de la superficie de la forêt. Ouais, Voilà. la forêt augmente. La forêt augmente, voilà. Il y a Echo qui dit est-ce qu'il y a une. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une densité minimale d'arbres pour qu'une forêt soit considérée comme telle? Est-ce que, par C'est un exemple, taux de boisement, Ouais. voilà, c'est un bois est considéré, je crois que c'est au-dessus de 20%. Ouais.
Ok. Voilà. Dès qu'on parle de bois, c'est la définition du bois qui fait qu'il passe dans le critère forêt et non plus parc. Le nombre d'hectares est compris aussi Non. dedans. C'est alors, un pourcentage par rapport à la superficie, donc peu importe la superficie qu'on a, tant que si on a plus de 20% qui est sous un arbre, et ben là on est considéré comme un bois. Si nous à Châtelet on plante plein d'arbres partout, c'est une forêt du coup. Bah, du coup il faut calculer la superficie et il faut que ça fasse plus de 20% de la superficie. Ouais, à Châtelet, ouais, c'est pas mal comme emplacement. Ouais. On va faire ça. On va dire ça. Qui est une Même histoire. partout, hein. Dans Paris, tout Paris, ça serait cool. Ça serait pas mal. Du coup, maintenant, on va vous poser des questions sur votre métier, vos tâches au quotidien. Peut-être pour commencer, c'est quoi votre journée type à vous deux? Est-ce que vous passez toutes vos journées dans la forêt ou même pas forcément? Aline, si tu veux commencer. Alors une journée type, déjà travailler en forêt ça va être très saisonnier, donc du coup en fonction de quelle période de l'année on est, on va pas du tout faire les mêmes choses. On va prendre une journée type actuelle. En ce moment on a beaucoup de martelage. C'est en gros l'action qui consiste à désigner les arbres qu'on va couper et ceux qu'on va préserver aussi du coup pour pouvoir faire produire du bois et faire évoluer la forêt. Donc ça c'est une grosse partie en ce moment. Alors on a un peu de surveillance. Après, en fonction, moi je sais que j'ai un triage, c'est ce qu'on appelle, c'est en gros la superficie que moi je m'occupe, je gère. Donc j'ai un triage qui est très particulier parce qu'il appartient pas à l'État, il appartient à un autre établissement public, comme l'ONF en fait, qui est l'agence de l'eau, qui eux ont un grand intérêt du coup biodiversité parce qu'ils ont pris des terres en amont de Paris pour pouvoir préserver la réserve en eau potable. Donc du coup, moi j'ai un grand intérêt de biodiversité dessus, donc du coup on fait des inventaires, choses comme ça pour Parce que un peu... toi, on va te dire, tu as une superficie dont tu dois t'occuper, toi, Aline. En fait, chaque C'est forestier a un espace. Un petit bout aussi, ça c'est toi qui vas t'occuper. Alors on travaille en équipe pour beaucoup de choses, mais ça va être le représentant de ce bout-là, ça va être un technicien en fait. Okay. Donc, voilà. Si tu veux rajouter... Moi, du coup, j'ai pas de journée type. C'est un métier très diversifié. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Je travaille avec 18 techniciens, comme Aline. Tu as une équipe que tu dois gérer? Avec une équipe, avec mon collègue, nous sommes 2 responsables pour l'équipe et on a un apprenti aussi qu'on forme. Quel genre de tâches tu peux donner par exemple à ton équipe? Alors, on participe aux tâches de martelage, comme disait Aline. Et puis là, en ce moment, on a des tâches aussi dans les réserves. Donc, on a des réserves biologiques intégrales. Donc, on fait des inventaires. Donc là, on est en période d'inventaire et on fait des inventaires scientifiques, naturalistes dans ces réserves. Là, ça nous occupe aussi sur une partie de notre semaine, notre temps de travail collectif. Voilà. Et tu peux nous dire un exemple d'action, par exemple, dans la réserve? Donc là, c'est des inventaires, si je puis dire, de description. On décrit le peuplement, l'arbre et l'habitat. Quel habitat il a sur lui? Donc l'habitat, c'est en fait, est-ce qu'il y a une cavité pour les oiseaux? Est-ce qu'il y a un champignon? Est-ce qu'il y a du lierre? Voilà, on décrit. Puis après, avec des termes beaucoup plus techniques que je ne parlerai pas ici, mais voilà, il y a énormément de choses à décrire dans ce protocole-là, qui est un protocole national déployé dans toutes nos réserves biologiques qui sont protégées et où il n'y a aucun accès du public. C'est quoi un peu vos grandes missions, on va dire, des forestiers? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs très différentes. Les grandes missions, ça va être on a 3 grandes missions qui sont importantes dans nos forêts. Ça va être du coup de s'occuper de la production de bois, donc du coup faire en sorte que nos forêts produisent du bois, s'occuper de gérer, d'inventorier la biodiversité qu'on peut avoir présente sur nos forêts, et un grand aspect aussi sur l'accueil du public, faire en sorte que nos forêts soient en sécurité, que le public puisse venir en sécurité et qu'on puisse adapter des choses pour leur faciliter l'accès. C'est les 3 grandes missions. Après, elles en découlent plein d'actions différentes, donc c'est pour ça que c'est un peu dur pour nous de vous dire une journée type, parce que moi demain j'ai prévu de faire ça, puis en fait un coup de fil, un truc important, comme on gère du vivant et de l'espace public, ok, bon, on change le planning, on fait autre chose, donc c'est un peu compliqué de citer une journée type quand même, on fait plein de choses différentes. La multifonctionnalité de tous ces aspects avec les évolutions climatiques, les changements climatiques à prendre en compte, c'est de la gestion quotidienne, c'est assez fin en termes d'organisation, parce qu'il faut qu'on gère les parties biodiversité qui des fois sont pas forcément, qui sont un peu en contradiction avec l'accueil du public. Voilà, on n'a pas toujours la même facilité d'accueillir dans une zone très protégée que dans une zone où justement l'accueil du public est très, très prioritaire. Voilà. Et puis après on a les coupes de bois qui sont liées, où il faut qu'on fasse attention au public présent, aux riverains qui ont aussi un attachement à leur forêt.
Et aussi, donc, il faut qu'on alimente la filière bois. Hein, donc, on a ce rôle-là au niveau de l'ONF. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, on peut pas trop. Il y a des périodes dans le mois, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai compris, où les chiens doivent être tenus en laisse parce que, par exemple, il y a des nids qui sont au sol, Exactement. même le sol, etc. Donc, Les chiens sont largement accueillis en forêt, on a le droit de les lâcher, sauf à une période de l'année qui est du 15 avril au 15 juin à peu près, ou 30 juin des fois en fonction de la saison, parce que c'est les périodes de reproduction de beaucoup de mammifères, comme par exemple les biches ou même de certains oiseaux. Et du coup, un faon qui va être dérangé par un chien, juste à un petit moment où on le rattache, on s'en va vite, et sa mère ne reviendra plus le voir. Donc du coup, c'est vraiment pour préserver cette biodiversité et essayer de continuer à accueillir tout le monde au mieux, que du coup on va limiter certaines libertés qu'on aurait le reste de l'année pendant un temps précis pour la biodiversité dans cet exemple. Là, c'est peut-être aussi le moment de faire passer un petit message sur le... Non, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion, il y a beaucoup de gens qui parfois recueillent des petits animaux en forêt. Et enfin, ils vont voir un bébé sanglier ou quoi. Laissez-les tranquilles, ne les touchez pas, voilà, ne surtout pas les déranger. Parce que du moment où même notre odeur elle peut être Ouais, sur l'animal, voilà, il faut peut être pas rejeté par sa mère. On peut les imprégner, si on imprègne après un animal, du coup c'est plus Et compliqué. s'il est tout seul, ça ne veut pas forcément dire que sa mère l'a Non, abandonné. non, voilà, la maman elle va revenir plus tard, Ça quand on arrive sera... souvent aux parents de devoir aller se nourrir ou devoir fuir un problème. Les animaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits marcassins, donc les petits sangliers, ils n'ont pas la même couleur que les adultes. Ils vont être tout rayés. Et en fait, c'est des techniques de camouflage qu'ont les enfants des animaux. Pour le faon, c'est pareil, il est tout tacheté. Et en fait, ça le permet de, quand n'importe quelle raison, la mère doit laisser les petits, ils se cachent dans la végétation et comme ils ont un peu leur pelage de camouflage, ils sont bien cachés et la mère peut revenir les retrouver plus tard. Donc du coup, si nous, on intervient dans ce cycle naturel qui est organisé, du coup, il y a plus de chances qu'on crée du problème qu'on en arrange un en fait. Donc, je ne savais pas que le pelage des petits, c'était pour ça. C'est pour ça qu'ils ont pas la même couleur bien dans la nature. Oui, quand je suis née, j'avais du pelage un peu chelou, c'était pour ça, d'accord. Ça, c'est mes blagues. Est-ce que vous avez aussi un rôle en tant que forestier de force de proposition sur quelles essences on va planter, comment on adapte la forêt pour le futur? Est-ce que vous avez aussi un impact sur cette réflexion-là? Si on est amené à faire des plantations, on a le large choix des propositions. Après, on a toujours quelqu'un vers qui se référer pour pas qu'on plante des essences qui sont pas adaptées ou on a pas... toujours, nous, on privilégie la dynamique naturelle déjà à l'ONF. Hein, on accompagne la nature. Donc l'idée c'est d'avoir justement un arbre qui va donner des fruits. Les fruits vont germer et donc ces graines vont germer et ensuite on aura des petits plants, des petits arbres qui vont pousser. Ça c'est la dynamique naturelle. Et puis après, donc, quand cette dynamique naturelle ne suffit pas ou quand il y a des problèmes liés aux événements climatiques, on replante des essences d'arbres comme le disait ma collègue Aline. Voilà. Et donc ces listes d'essences sont bien définies et sont très encadrées dans nos documents de gestion. Ça arrive du coup que, je ne sais pas si ça se dit, mais qu'une essence atteigne une autre? Qu'un arbre atteigne une autre? Alors, il y a de la concurrence entre essences. Je ne sais pas si c'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui peut être nocif pour rapport à un autre? Voilà, il y a des interactions. Donc, par exemple, le hêtre a besoin d'ombre, le chêne a besoin de lumière. Si l'un domine l'autre, à un moment, forcément, on n'aura plus de chêne et on n'aura que du hêtre. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on coupe des arbres. Aussi, des fois, on a l'impression qu'on nous dit on vous coupez des arbres même qui sont jeunes, qui ne sont pas arrivés au bout de leur vie. Mais c'est... Au début, un chêne, il fait un millier de glands à ses pieds, ils vont tous germer, tous commencer à pousser et ils vont se concurrencer et il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Et en fait, nous, on va essayer de jouer avec ça pour que celui qui prenne le dessus sur les autres, ça soit celui qui va nous intéresser plus tard au niveau de la production de bois. Parce que si c'est pour qu'on en ait un tout tordu, tout au niveau du paysage, c'est très très beau, mais essayer de faire une planche pour tenir notre maison avec un arbre qui est tout tordu, c'est pas évident. Donc nous, on va essayer de travailler la concurrence naturelle pour essayer de favoriser l'arbre qui plus tard nous fera une meilleure production de bois derrière. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va couper des arbres un peu à tout le niveau de vie de la forêt pour pouvoir après avoir une meilleure production possible des arbres. On parle de coupure d'arbres. Peut-être que vous pouvez un peu rappeler la loi française qui dit comme quoi dès qu'on coupe, on est obligé de replanter.
Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les boisements privés qui sont soumis à interdiction de défrichement. Donc là, ils n'ont pas le droit forcément de défricher. C'est des arrêtés préfectoraux, c'est lié à chaque département. Puis après, il y a de façon générale la loi qui impose quand il y a une coupe de replanter derrière. Donc ça, c'est les plans simples de gestion que les propriétaires privés ont au-dessus de 25 hectares. Voilà, la loi leur impose d'avoir ce plan de gestion et qui leur indique qu'ils ont le droit de couper tant et de replanter tant. Et en contrario, nous à l'ONF, on a un document de gestion, c'est un document de gestion durable, si je puis dire, un guide, c'est l'aménagement forestier. C'est un document qui nous donne le cadre pour les 20 ans à venir, par exemple. Et là, on sait ce qu'on doit faire justement en termes de coupe et derrière en termes de reconstitution forestière quand on a fait des coupes. Et peut-être pour terminer sur la partie votre vie de forestier, on voulait vous demander comment vous vivez votre métier au quotidien par rapport aux évolutions qu'il peut subir. On sait qu'il y a de moins en moins de forestiers et il y a de plus en plus de défis avec le réchauffement climatique, etc. Est-ce que parfois c'est quelque chose qui est toujours facile à dire ou est-ce que vous pouvez ressentir que c'est un métier qui est pas tous les jours facile en fait? Effectivement, ce n'est pas tous les jours facile. Sur le terrain, on a besoin d'avoir des personnes pour surveiller la forêt. Dans les lieux d'accueil public, comme ici, c'est d'autant plus vrai. Après, on a de grosses problématiques aussi d'évolution climatique où là, il faut mobiliser pas mal d'énergie pour reconstituer les forêts, les exploiter. Donc on a besoin d'être nombreux. Tout le monde en est conscient, je pense. Après, la politique ne dépend pas de nous. L'ONF est indépendant. Hein. C'est une politique au niveau qui est menée par l'État, hein, les ministères. Donc voilà, nous, on est dépendant des politiques ministérielles. Sur les moyens, en fait. Si on nous donne des moyens, là, on a 25 millions d'euros qui sont consacrés pour la préservation de la biodiversité, qui arrivent dans les années à venir, qu'on n'avait pas. Donc voilà, on nous donne des moyens supplémentaires parce qu'il y a des prises de conscience. La biodiversité, c'est important. Donc voilà, on nous donne des moyens. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des situations un peu à risque dans la forêt par exemple où... Est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça peut être dangereux? Ça c'est tranquille? Pas plus dangereux qu'ailleurs, je dirais. Pour ma part, voilà. Tu penses à quoi dans une attaque de sanglier? Non, je sais pas moi, un lion qui arrive et il n'a pas compris qu'on est en France. Non, les grands prédateurs sont pas forcément dangereux pour le public. Il y en a qu'un qui peut être dangereux, c'est un peu plus l'ours, mais on a des protocoles qui sont mis en place dans les zones où il y a de l'ours, où là, faut pas les déranger, faut pas l'embêter. Ouais. Il y a des distances à respecter par rapport à l'animal. Le loup, il n'y a aucun souci, c'est un animal qui est très craintif, il va avoir peur, il va partir quand vous arrivez. Le lynx, c'est pareil. Voilà, la forêt n'est pas dangereuse. Moi, je suis plus inquiétée quand je vais dans des coins où il y a beaucoup d'humains et qui ça craint un peu, plutôt que quand je vais dans des coins très reculés, beaucoup d'animaux. Je suis beaucoup plus détendue parce que on est détendu là. Oh, je peux te dire que on est bien là. C'est vrai qu'on est très ça bien. nous enlève le stress de Paris. Dans cette belle forêt de Fontainebleau. Tu sens, il n'y a plus de pollution. Je m'emplis les poumons. Et on va continuer avec un petit quiz, cette fois-ci pour vous, qui s'appelle Question pour un forestier. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous saisissez le jeu de mots? Vous avez vu que mon... Non, c'était mal fait. C'est faire. Je vais vous donner... Ah, tu les donnes, José? Bah, t'en as un derrière. Des petits buzzers. Okay. Ils sont assez désagréables. Ah oui, effectivement. Tiens. Merci. Vous pouvez le mettre ou sur la chaise ou... C'est pas vraiment des buzzers, mais bon, on va dire qu'on a trouvé que ça. Ça fera l'affaire. C'est moi qui les ai apportés quand je bossais avant. C'est José qui les a volés dans un hôtel. Et c'est José qui va vous poser des questions pour tester vos connaissances sur la forêt. Alors, il existe 3 types de couverture forestière en France. Là, tu sais, j'essaie de faire Je sens, ouais. La forêt fermée, la forêt ouverte et... Et point. La forêt mixte. Non. Non, même pas. C'était facile ça. J'ai essayé, ouvert, fermé, je me suis dit peut-être que mix ça passe. Entrouvert, peut-être. Du coup, aucune réponse? Vas-y, je peux faire un top 3. Réponse A, la peuplerie. Réponse B, la forêt mixte. Tu peux pas inventer des options. Réponse C, la forêt paprika. Je sais pas, je dirais la A du coup. Ah ouais, c'est vrai, que là, c'est ça bien. doit être pas mal. Non, la prochaine fois on fera des ABC. Ok, bah du coup 0 point, je suis désolé. Hein. Oh. Là vous avez pris Merci. Là je vous ai donné la réponse. Point pour moi-même.
Tu veux jouer? C'était la peuplerie, c'est tout simplement une forêt où le taux de peupliers cultivés est supérieur à 75%. Ok. Tu savais. J'ai très honte parce que la plupart de mes forêts, c'est des peupleraies. Ah oui. J'y étais pas. J'espère que ton boss ne te Personne regarde n'écoute. pas. Je- Non mais on a affaire à des experts. ouais. Ok. J'étais là, j'étais pas concentrée, c'est bon. Ah ouais, c'était le On va se mettre dans le jeu là. Faut... Est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui. Tu sais, moi je suis vraiment sur le plateau. Tan, 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 tan. Combien faut-il d'arbres pour absorber une tonne de CO2 par an? Environ. C'est 1 mètre cube de bois pour stocker une tonne de CO2. Donc du coup, dans un arbre, il y a largement 1 mètre cube, donc je pense que c'est sûr, ça le stocke. Des fois, les arbres peuvent contenir plus de mètres cubes, donc stocker plus de bois. Je dirais que c'est pas le chiffre qu'on a. Moi, je suis sûre pour le coup de mon chiffre. C'est un environ, mais t'en es loin de notre environ. Pour stocker Tout une dépend de la tonne. taille. C'est des ça arbres, aussi. en fait. Donc, Bah oui. Pour la taille de l'arbre, c'est peut-être ça. ça c'est peut-être des mini-arbres. Ouais. C'est des bonsaïs. C'est quoi la réponse alors? Environ 6 pour une tonne de CO2 par an. Tout dépend de la Ils taille sont de en train l'arbre. Si, Parce que moi, C'est ça, c'est possible? ouais, Il les teste. Oui. Non, c'est ça peut faire 1 mètre cube du coup. Ah bah peut-être du coup. Oui. Ok. Donc du coup t'as un point. Merci. T'avais dit que t'allais perdre. Ok. C'est des questions vraiment pièges quoi. Vous Ouais. pouvez- Non, ça va. Franchement, ça pourrait être pire. Ça va être pire. La La suivante. prochaine fois vous pouvez nous en faire aussi, comme ça on est sûr de. Ouais, ok, C'est pas mal hein, on inverse après les rôles. ça marche. Question 3. Tout. Il est trop relou. Combien de forêts couvre le territoire en France? J'arrive plus à parler. En hectare? Du coup, en millions d'hectares, ouais. Je peux dire 3. Ouais, 3 ok. propositions. Réponse s'il vous A. plaît. On est preneur. 20,1 millions. Réponse B, 14,3 millions. Réponse C, 16,9 millions. 16,9 millions. Bien joué, Jean-Pierre. Dégage. Alexandre, un point pour Alexandre. Ah non, c'est moi, L'honneur du est coup, sauf, Jean-Pierre. je ne passerai pas C'est C'est moi, Fanny. Jean-Pierre. C'est moi, Jean-Pierre. Ok, super. Bah oui, du coup, est-ce que tu veux dire un autre chiffre par rapport à ça? Que j'ai un pourcentage peut-être du territoire. Nous, c'est ce que je vous disais, c'est 25% de la forêt, publique, Ouais. ce chiffre-là. Et donc 75% le reste en forêt privée. Moi, j'ai en France qu'il y a 31% du territoire qui est du coup. Oui, c'est ça, recouvert qui est par couvert, la forêt. qui a doublé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui a doublé depuis 2 siècles. Voilà. Donc, on n'a jamais été avec une couverture forestière aussi importante en France depuis très longtemps, de Ok. nombreux siècles. Parce Intéressant. qu'en 2 siècles, ça a doublé, ça veut dire qu'au Moyen-Âge, il y avait 2 fois moins de forêts qu'actuellement. Parce que quand on s'imagine le Moyen-Âge, on se dit c'était sûr, il y avait plus de forêts que maintenant, et en fait, non, c'est faux. Parce qu'ils prenaient tout le bois pour Il se y avait chauffer, beaucoup pour plus construire. d'agriculture, il y avait beaucoup moins de forêts, parce que nous, il y a plus de forêts parce qu'il y a les milieux agricoles, comme on disait tout à l'heure, qui ont été recouverts par la forêt, donc du coup, Puis il n'y c'est avait pour ça. pas eu de gestion de la forêt, pas de préservation de la forêt. Ok. À un moment, il y a eu une prise de conscience et donc les forestiers sont nés, si je puis dire, suite à cette prise de conscience. Et il y a eu des campagnes de gestion de la forêt, avec des documents de gestion qui ont été mis en place et des règles de gestion et des conduites de forêt avec des reboisements importants à certaines époques. Du coup, elle est relativement jeune, la forêt française. Pas partout, c'est pas identique. Il y a pas, sur tout le territoire, ce n'est pas identique. D'accord. Ouais, il y a de la très vieille forêt mature et puis de la forêt beaucoup plus jeune qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ok. Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre. Non, on parle de superficie. La France, elle se place à quel rang à l'échelle européenne? Je crois qu'on est bien classé. Hein. On est 3e. Faux. 2e. Vous pouvez y aller. Hein. Il y a Guillaume, notre responsable communication, qui me J'aurais montre dit des 4, chiffres. moi, mais Alors il m'a après, montré 3, je me suis dit c'est bon, je l'ai. C'était Moi j'aurais faux. dit 4, mais Du coup, Il a- ne il pas a fait- suivre. C'est ça. Non, aurait dit non, quatre. il m'a fait ça T'as en gagné. premier. Alex, Ah, mon t'as Dieu, gagné. Alex derrière les s'envole. pays nordiques, Il est à 2. Oui, du coup, tu gagnes. Derrière la Finlande, la Suède et l'Espagne. Exactement. Ok. D'ailleurs, je suis espagnol et je ne comprends pas trop pourquoi, puisque je viens du sud et c'est désertique. donc il y a moins de forêts dans le je sud, capte pas trop, effectivement. Des zones très boisées en Espagne, Peut-être effectivement plus plus dans au le nord. nord et Ouais, à l'ouest. je savais pas. Quelle année?
Ouais, les Pyrénées, c'est une bonne partie de la forêt, je pense. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. En tout cas dans le sud. c'est On des est, montagnes. après, il faut voir comment le calcul a été fait, parce que si c'est le pourcentage de forêt par rapport au territoire, bah, si le pays est plus petit et que la forêt prend plus de place, bah, C'est ça, finalement on va peut-être être au-dessus dans le classement qu'un grand pays avec une toute petite superficie. Il faut voir comment le classement a été Non, fait mais c'est aussi. ça, c'est la superficie C'est ça. qu'occupe la forêt du coup dans le pays. Donc, t'as raison. Proportionnellement à la taille du pays. Donc, ouais. On pourrait dire la Suisse quoi, limite, parce que c'est tout petit. Limite. Bon allez, attends, j'arrête. Donc C'est la dernière question. quelle est la seule essence d'arbre dont le volume a diminué ces 30 dernières années? La seule essence d'arbre où le volume a diminué. Il y a un seul. Est-ce qu'on peut avoir on parle trois d'un chiffre, on parle bien en propositions, France, hein. On parle bien en France, ouais. Je dirais l'épicéa. Non. Tant pis. C'est un feuillu ou un conifère? C'est plutôt un conifère. Et j'espère ne pas me tromper parce que là. Moi je réponds pas dans ces cas-là. Tu sais. Moi je vous laisse entre vous. Non, c'est un. Il a des feuilles ou des aiguilles? Moi, je crois que. Ok, donc c'est bien un conifère. Bah, j'ai déjà répondu, j'ai faux, donc J'allais je te faire laisse une maintenant blague. dire la réponse. Vous voulez un indice? Ouais. On peut le retrouver en boulangerie. J'ai Le pas la pain. blague. J'ai pas la blague. Merci. Ah, le pain. Oh là Ah là là, ouais. Bon allez, je quitte ce plateau. Je peux en profiter pour courir en plus. C'est le pain maritime Ouais. Ok, maritime, ok. maritime. et qui a diminué de 23% à cause Exactement. des tempêtes. En 30. D'accord. Ok. Moi j'étais plus parti sur les évolutions climatiques avec le scolyte de l'épicéa qui Ouais. aussi ravageait fortement cette essence-là. C'est pour ça que je me suis dit que c'était ben, celui-là. Tu nous offres une transition parfaite vers le prochain chapitre de cette émission. Du coup, question pour un forestier, c'est fini. Alors Jean-Pierre, qui a gagné? Eh ben c'est Alex. Match nul, non? Non. Match nul, non, je crois. Non. Ah bah oui, mais du coup t'as eu aussi ma réponse, je suis désolé de te le dire. De quoi? Je suis bon joueur, on a match Bah nul. je t'ai dit la boulangerie, le pain, blague. Bon, je t'accorde le point parce que t'es la seule à avoir capté mon humour. Je lui laisse la victoire parce que comme il disait qu'il gagnait Bah non, mais pas, du coup ça fait deux. je Merci, la pour une laisse. fois j'ai gagné, merci. C'est vraiment par empathie. C'est ouf. Elle te la laisse. Et maintenant, on va se pencher sur 3 thématiques clés de la forêt pour entrer un petit peu plus dans la complexité et dans les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien. En commençant par le rôle écologique de la forêt pour comprendre pourquoi en fait votre tâche de préservation de la forêt elle est essentielle. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire c'est quoi les rôles écologiques de la forêt, ses principaux Eh ben, rôles? C'est la préservation de la biodiversité essentiellement. Donc la biodiversité c'est 12 000 à peu près, plus de 10 000 espèces en forêt. Donc pour donner une idée, à Fontainebleau on a 12 000 espèces. Donc on a une biodiversité au quotidien à préserver qui est très importante. Et tous mes collègues au niveau national ont ce rôle de préservation de la biodiversité à assurer. Quand ils vont couper un arbre, il faut toujours faire attention qu'il n'ait pas une destruction d'habitat, que l'arbre soit bien identifié comme un arbre à couper et qu'on n'ait pas un impact sur la biodiversité à ce moment-là. Donc la biodiversité, c'est la faune, c'est la flore, les insectes, tout ça. On a cette mission qui nous est confiée par l'État de préserver la biodiversité. Et les arbres, quand on pense au réchauffement climatique, etc., on pense au fait que les arbres et les forêts captent du CO2, du carbone. Ça, c'est quelque chose que vous... Est-ce que vous privilégiez certaines espèces parce qu'elles captent plus de carbone? Est-ce qu'il y a un âge spécial où les arbres captent le plus de carbone? En fin de vie, ils en captent moins, si je ne me trompe pas. En fait, le stockage du carbone, ça va être stocké dans le bois. Donc, du coup, plus l'arbre est en période de croissance, plus il va fabriquer de bois, donc plus il va pouvoir stocker du carbone. Effectivement, en fin de vie, il en stocke moins parce qu'il a fini sa croissance. Il est là, il attend, il fait des fruits, mais du coup, comme il produit plus de bois, puisqu'il grossit plus, il grandit plus, il stocke plus de carbone. Donc pendant toute sa phase d'extension où il va essayer de monter le plus haut et après d'être le plus gros possible, c'est là où il va vraiment stocker le plus de carbone. Après, est-ce qu'on ne favorise pas des essences parce qu'elles stockent plus de carbone que les autres? Parce que même si par exemple une essence exotique stocke énormément de carbone, elle stocke beaucoup de carbone quand elle est dans son meilleur lieu de vie, là où la terre lui va, là où le climat lui va. Si je la prends et que je la mets en France, elle ne va pas réussir à croître comme elle veut puisque ce n'est pas son climat naturel. Du coup, elle va peut-être moins stocker de carbone ici que le chêne qui est beaucoup plus adapté au territoire français. Donc,
c'est pas forcément intéressant de déplacer des espèces en se disant celle-là elle stocke beaucoup, je vais la mettre chez moi parce que c'est pas chez elle, donc elle va pas être à l'aise pour croître comme il faut et elle va pas stocker beaucoup de carbone finalement. Quand tu dis que le bois absorbe le CO2, mais je comprends pas. En fait, on connaît tous que la respiration de l'arbre, il absorbe du CO2, il rejette de l'O2. Et dans cette équation, il manque le C. Il disparaît dans notre équation de ce qui est absorbé. Et en fait, ce C, du coup, c'est le carbone et c'est ce qui va lui servir à l'arbre pour fabriquer le bois. Donc du coup, il va absorber le carbone de l'air pour fabriquer le bois. Et en fait, ce bois, il va être enfermé. Par exemple, ici, c'est du carbone que l'arbre a transformé puisque c'est du bois. Et tout ce qu'on va fabriquer en bois, ça va être stocké, donc ce carbone qui va être enfermé à l'intérieur de ce bois-là. Et ça va être rendu à l'air seulement quand le bois sera détruit, donc quand on le brûle ou choses comme ça. Donc tout ce temps-là, c'est donc les arbres qui sont présents sur pied vivant autour de nous, ils en stockent, mais ce stockage est gardé dans tout ce qu'on fabrique en bois. C'est pour ça que c'est important de fabriquer des choses en bois et que la production de bois est aussi importante. C'est que les arbres, on va les couper là, on va fabriquer des choses en bois, donc ce carbone va être encore enfermé, et les nouveaux arbres qui vont pousser à leur place vont restocker encore du carbone. Donc du coup, plus on a de choses en bois, plus on va réussir à stocker du carbone sous forme solide, quoi. Et pourquoi on dit qu'un arbre, ça rejette, que les vieux, ça rejette du coup du CO2 comme il fait du coup, puisque c'est dans le bois? En fait, c'est leur respiration, eux ils vont absorber donc le CO2 qui est dans l'air, et ils vont, par des méthodes chimiques, alors je suis pas pro de la chimie donc du coup je connais pas vraiment le processus, mais du coup eux ils vont se servir du coup du carbone pour grandir, pour fabriquer le bois, et l'O2, donc le dioxygène que nous on sert pour respirer, ils en ont pas besoin. Donc du coup, pour eux, c'est un déchet. Donc ils vont le recracher comme nous, quand on respire. On absorbe ce qu'on a besoin pour nos cellules, pour vivre, et après on recrache ce qui n'est pas nécessaire pour nous. Il y a un âge limite pour ça ou non, c'est après maturité ou... Non, par contre, la respiration, c'est tout le temps, même si l'arbre arrête de croître, il va continuer à respirer comme ça, parce que voilà, sinon il meurt. Tu peux même essayer de faire le test. Et pour ce qui est des animaux, j'imagine que c'est un gros sujet. Comment on gère les animaux dans la forêt? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont néfastes contre lesquelles on essaye de lutter? Je sais que vous travaillez aussi avec les chasseurs sur certains territoires. Comment est organisée la réflexion sur ça? La chasse, c'est très important pour la forêt parce que, en fait, depuis que l'homme est arrivé et a un peu colonisé les forêts, la plupart des animaux qui sont présents en France, en tout cas les grands mammifères, ils n'ont plus de prédateurs. À part le loup qui est vraiment présent dans des petits coins, par exemple le sanglier ou le chevreuil ou le cerf, ils n'ont plus de prédateurs naturels. Donc ce qui va faire qu'ils vont avoir une expansion sans limite puisqu'ils n'ont plus de prédateurs. Et c'est quoi son prédateur avant? Le loup, surtout en France. Et d'installer le loup un peu de partout, c'est difficile de... En fait, comme tout est un équilibre entre l'accueil du public et la biodiversité, moi, ça ne me gênerait pas qu'on mette des loups ici. Mais après, pour les agriculteurs, ça va détruire leur bétail. Pour les particuliers qui viennent promener avec leurs enfants en forêt, ça peut leur faire peur qu'il y ait le loup partout. Donc du coup, c'est pas forcément une solution à prendre toute seule, parce que c'est pas accepté de tous. Donc du coup, la chasse, c'est important, c'est que l'alimentation préférée des cerfs et des chevreuils, c'est les petits bourgeons. Et donc c'est les premières pousses de printemps de l'arbre. Donc du coup, si on lui enlève ses feuilles à l'arbre, il n'a plus de quoi respirer, donc plus de quoi vivre. Donc du coup, c'est un grand impact sur la régénération de la forêt, le fait qu'il y ait des animaux qui mangent les bourgeons, parce que du coup, on disait que des fois on replante ou des fois on serre des glands qui poussent naturellement, on n'arrive plus à avoir le cycle, la forêt ne se renouvelle pas. Donc du coup, c'est pour ça que la chasse est importante en France, parce que du coup, si on n'a plus de chasse, déjà il y a trop d'animaux, donc ils peuvent... Ah voilà, le studio il part en vrille. Désolé, voilà. Du coup, fermez les portes et les fenêtres, s'il vous plaît. Les animaux vont se donner des maladies entre eux, ils n'auront pas assez de nourriture à partager avec tout le monde, et du coup ça aura beaucoup d'impact sur la forêt. Donc, pour garder un équilibre, on essaye de chasser sans détruire la population en entière. Il faut avoir un équilibre un peu à tâtons, pas trop, pas non plus pas assez. Donc, faut pas faire une chasse
pour s'amuser quoi. Enfin, plus, C'est ça, c'est le très vrai très rôle, réfléchi. Nous, du- en ce moment, on est en plein dans l'étude du coût de la chasse. En fait, on appelle ça des indices kilométriques. On va parcourir un parcours très tôt le matin, très tard le soir, pour compter le nombre d'individus qu'on observe. On fait ça beaucoup avec le chevreuil et le cerf. Et du coup, c'est ces chiffres qui vont nous indiquer combien d'animaux on va pouvoir chasser l'hiver prochain. C'est l'Office national des forêts qui détermine les quotas de... C'est avec la fédération de chasse. C'est la fédération de chasse. Ok. Mais on les Sur aide vos pour faire observations, quoi. les parcours, Quand les on choses est en comme ça, forêt voilà. domaniale de l'État, voilà, on met en place nos indicateurs et on fournit nos données à la fédération de chasse. C'est eux qui vont donner le quota du coup. Et est-ce qu'à l'inverse des espèces qu'il faut réguler, il y a des espèces qu'il faut particulièrement protéger et pour ça vous mettez en place des... Ah oui. vous fermez la forêt au public ou, Par exemple, il y a la cigogne noire, qui est un oiseau qui est très protégé. Et là où des nids sont observés, dans un périmètre autour, pas de coupe de bois, pas de personne qui y va, parce que même si moi je viens juste au pied de l'arbre regarder, ça peut déranger l'adulte qui est en train de s'occuper des petits, et du coup elle peut abandonner le nid pour ça. Donc c'est vraiment des périmètres qu'on essaye de protéger autour des arbres pour maintenir l'habitat de ces animaux. Et comme mission générale, on a aussi la protection, donc c'est ce qu'on disait tout Ah à oui. l'heure. Donc on a la protection de la biodiversité ordinaire, qui est un peu moins emblématique que la cigogne, mais ça fait partie de nos missions. Par exemple, on doit conserver un arbre mort à l'hectare et 2 arbres habitats. Donc les fameux arbres habitats, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les fameuses cavités dans l'arbre pour les chauves-souris, pour les oiseaux. Voilà. Donc tout ça, on doit le préserver au quotidien, ça fait partie de nos missions. Quand on est sur le terrain, qu'on désigne un arbre à couper, ben aussi on désigne des arbres à conserver. Donc voilà, ça fait partie de nos missions quotidiennes. Voilà. La gestion de la biodiversité et la protection de cette diversité. Très bien. José, tu avais une dernière question sur les animaux ou on passe à la deuxième thématique? Est-ce que le chat a des questions? Bien sûr, il y en a. Il y a Léo qui demande c'est quoi un scolite. Ah ouais, on va en parler. Bah Léo t'attends. Wait On le for connaît, it. on le connaît, c'est pour ça. C'est dans le chapitre qui arrive. Très bien. Moi une autre question. Non là. Non, juste l'histoire du chevreuil qui peut ou le cerf qui va manger du coup. J'ai perdu Le bourgeon. Les bourgeons. Au tout début avec Meco on a planté des arbres en Lettonie et j'y étais sur place et justement on avait mis une protection C'est pour ça, pas contre qu'ils les viennent manger. gibiers, Ouais. ouais. Mais c'était tout petit, c'était un petit. Quand la densité est trop forte, justement, d'animaux, ben, on a un gros impact sur la forêt et par endroits, localement, la forêt ne pousse plus. On se retrouve avec une perte de dynamique naturelle, voire une perte de biodiversité parce que toutes les espèces sont tellement abruties, boutées, qu'on perd la dynamique floristique et notre forêt derrière. Donc voilà, d'où ces opérations de régulation par les chasseurs. Et justement, vous avez répondu à la question, mais je voulais savoir si on interdit aussi des forêts à l'humain, parce qu'on parle de chiens ou d'autres espèces, mais on n'est pas Eh mieux, bien quoi. là, concrètement, on est à On n'a pas le Fontainebleau. droit d'être là. Non, si, on a le droit d'être là, on n'a pas le droit d'être 100 mètres derrière nous, par Ah, exemple. ok. Voilà, on est dans des réserves biologiques intégrales. Ouais. Alors non, parce que je suis allé travailler. On a le droit d'y aller travailler, par contre, on n'a pas le droit d'aller se promener. Voilà. Et ces réserves sont nées à Fontainebleau, donc à l'époque des peintres de Barbizon. Elles ont été préservées parce que les peintres voulaient conserver un paysage immuable. Donc ils ont fait appel à tout un tas de personnes. Il y a eu des pétitions à l'époque, il y a eu des remontées de personnalités très, très connues, très influentes, jusqu'à Napoléon, hein, à l'époque, qui a pris lui un décret impérial pour justement protéger ces forêts en réserve intégrale. C'est les premières zones de protection au monde qui sont nées à Fontainebleau. Ok, vraiment. Voilà. Est-ce que vous savez la surface des forêts vierges en France, s'il y en a, parce que je sais que Il n'y a plus de forêt vierge, si je puis dire, en France. Ok. C'est fou, quand même. C'est la dernière qu'on connaît, c'est pas le terme forcément forêt vierge, c'est Białowieża en Pologne. Ok. C'est des forêts matures qui évoluent par elles-mêmes, où il n'y a pas eu d'impact de l'homme depuis très très longtemps. Donc c'est la seule au niveau incroyable, européen, quand même. c'est une des rares survivantes. Voilà. Et est-ce qu'il y a des forêts primaires en France? C'est celle-là, Białowieża, c'est voilà, une C'est forêt une forêt primaire. c'est ce qu'on appelle une forêt primaire. Voilà, c'est On exactement, en fera un article sur une exactement ça. Donc en France, c'est que des forêts secondaires, c'est ça? Oui, très ancienne, mature. On Mature, peut employer le terme de mature, mais on ne peut pas employer le terme de primaire D'accord. en France. Voilà, il y a toujours eu de l'activité humaine quand on remonte au fil des siècles. Ok. Et donc maintenant, on va aborder le fameux sujet du réchauffement climatique. Et j'aimerais juste vous lire une citation du directeur de l'ONF qui a dit récemment dans une interview « La forêt française est en train de sécher. Nos forêts sont en crise, mais c'est une tempête silencieuse ». En parlant du réchauffement climatique,
et en se projetant sur les années qui vont arriver et les conséquences que ça va avoir. Vous, est-ce qu'au quotidien, sur le terrain, vous voyez les effets du réchauffement climatique dans les forêts et si oui, comment? Alexandre. J'y vais. Donc effectivement, donc on voit au quotidien, on a 300 000 hectares qui ont été détruits par ces évolutions climatiques et les insectes ravageurs ou les champignons qui sont liés à ces évolutions climatiques. Donc effectivement, là, depuis quelques années, on voit le contre-coup des sécheresses à répétition, du manque d'eau, de l'impact réel de l'évolution climatique sur la forêt. Ça, on le constate au quotidien et c'est compliqué pour nous justement en tant que forestiers de se dire tiens, il faut qu'on enlève un arbre parce qu'il est en train de mourir et il faut qu'on le récolte avant qu'il soit complètement mort parce que justement après il n'a plus de valeur économique. Nos prédécesseurs l'ont poussé, l'ont entretenu, l'ont choyé pour qu'il soit dans cet état-là. Nous, ça nous fait mal au cœur de le voir comme ça et donc bon, on le récolte pour le mettre sur le marché, si vous voulez, pour alimenter la filière avant qu'il dépérisse complètement parce que quand il est sec, il n'a plus forcément la même valeur commerciale et le même produit utilitaire derrière. La principale conséquence que vous observez, c'est donc la sécheresse, c'est lié aux épisodes de chaleur? Aux variations, hein, si je puis dire, d'eau. Mettons, s'il y a un printemps qui est très très sec, c'est pareil, là la végétation va commencer à avoir besoin d'eau parce que les bourgeons justement arrivent, la sève monte et il faut alimenter en eau régulièrement l'arbre à cette période-là pour qu'il puisse lui être capable de potentiel de la saison de végétation. Si on lui coupe les vivres, si je puis dire, à ce moment-là, forcément il part avec un handicap. Puis après, pareil en été, s'il y a un gros coup de chaud, une sécheresse, et bien là il va stopper sa période de végétation, il va arrêter, hein, si je puis dire, de son fonctionnement classique. Et donc il y a une interaction qui se crée derrière avec des déclenchements de maladies ou des parasites qui peuvent arriver. Toi, Aline, tu le vois aussi dans ton quotidien, là où tu travailles, le réchauffement climatique, c'est quelque chose que tu observes? Oui. L'arbre, ce qu'il n'aime pas, en fait, c'est vraiment le changement par rapport à sa station, là où il est habituellement. S'il a l'habitude d'avoir un climat où il pleut régulièrement, tout de suite une sécheresse, ça va l'affecter. Au contraire, si même des fois on peut se dire c'est bon, là il pleut, mais il pleut trop pour certains arbres qui n'avaient pas l'habitude d'avoir les pieds dans l'eau, choses comme ça peut créer un stress aussi. Donc toutes les variations, beaucoup trop de pluie, beaucoup trop de sécheresse, tout ça, ça va créer beaucoup de stress chez les arbres et ça va se voir en le dépérissement. Donc du coup, il va un peu jaunir, il va commencer à faiblir, il va avoir de moins en moins de réserves et au fil du temps, du coup, des fois, c'est des choses qui sont irréversibles. Ce qui est dur aussi, c'est que des fois, ça ne s'observe pas forcément à l'instant T, parce que le temps de la réaction de l'arbre, ça peut arriver quelques années après, mais du coup, quand on l'observe, souvent, c'est déjà trop tard. Donc du coup, on peut rien y faire. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que, à part l'observer et essayer de récolter avant qu'il soit mort, on peut rien y faire, quoi. Et ensuite, vous replantez sur ces endroits On replante ou on essaye de favoriser la régénération naturelle qui serait présente déjà en dessous. Donc du coup, c'est pas. Alors il y a Léo là qui demande une question par rapport à ça. C'est quoi le plus gros problème environnemental auquel vous avez été confronté? On a un bon exemple à l'ONF, c'est les scolites qui sont présents en grand nombre. Si vous voulez montrer l'iPad. Ouais. C'est un petit coléoptère, du coup un insecte qui va se nourrir de la partie vivante de l'arbre, du bois, et du coup qui va empêcher le flux de sève de passer du bas de l'arbre au haut de l'arbre, et du coup qui va créer la mort de l'arbre. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est les traces sur l'arbre qui sont faites par le scolite. Donc du coup, la cavité centrale. Ça répond à Léo aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit insecte qui va se nourrir du bois, qui va pondre dans le bois, et du coup, le réchauffement climatique qui favorise vraiment cet insecte parce que les hivers doux fait que la population ne diminue pas en hiver, et les étés forts fait qu'il peut se reproduire beaucoup plus facilement. Donc du coup, on a plus grand nombre d'individus qui est présent, et du coup, plus il y a d'individus, plus il y a d'arbres qui seront touchés par cet insecte. Donc du coup, là, dans l'est de la France, ils sont beaucoup impactés sur les résineux qu'ils ont parce que... les épicéas, par exemple, si vous pouvez montrer le... C'est ça. Ça, c'est un exemple de... Les épicéas sont censés être toujours verts. Si l'épicéa vert, avec les aiguilles vertes. Et si on voit ces aiguilles jaunes ou oranges, c'est qu'il est presque mort. Okay. Et on parle j'ai une question là qui est venue direct. Est-ce que vous utilisez du coup par exemple des pesticides pour tuer des animaux comme ça ou pas du tout? Non. Donc ça reste vraiment naturel. On n'a pas le droit en forêt d'utiliser. Le problème, c'est que ça n'existe pas un pesticide qui tuerait que le scolite. C'est que ça va forcément tuer l'ensemble des animaux qui sont
dans la même famille que lui en tout cas, et les coléoptères, il y en a beaucoup qui sont protégés. Donc du coup, à contrario, on décimerait des populations d'animaux protégés pour sauver... C'est pour ça que c'est très dur de trouver l'équilibre entre... Bah, effectivement, on aimerait bien sauver les arbres qui sont présents là, mais est-ce que ça vaut le coup de, pour sauver les arbres, tuer des dizaines et des milliers d'insectes qui sont présents? Ouais. Et d'ailleurs, par exemple, est-ce que vous avez déjà eu des expériences où il y a des hectares d'agriculture et juste à côté il y a une forêt? Est-ce qu'on sait un peu l'impact du coup des pesticides par rapport aux arbres ou pas du tout? Donc nous, c'est prouvé là sur nos études hein, que le pesticide a un impact sur la capacité alimentaire des espèces qui sont en forêt. Si je prends les oiseaux et les chauves-souris, on retrouve justement dans leur organisme des pesticides parce qu'elles vont justement prédater des papillons ou des animaux qui sont liés au milieu agricole. Voilà. Okay. Du coup, c'est un réel impact. Oui, c'est un réel impact sur la forêt derrière. Voilà. Donc il y a une diminution de la biodiversité forestière liée aux intrants qui sont utilisés dans l'agriculture. Okay. Et pour répondre à Léo, juste tout à l'heure, Léo nous posait une question sur justement un impact environnemental. Moi, ce serait plus la tempête de 99 qui m'a marqué, donc avec un incident climatique assez fort. Tu peux nous rappeler ce que c'est? Donc une grosse tempête, 99, période de Noël. Période de Noël, donc 2 grosses tempêtes successives qui ont mis à mal la forêt française et qui ont fait tomber les arbres. Grosses rafales, les arbres sont tombés, ce qui sont cassés, et il y a eu des millions de mètres cubes détruits et au sol et qu'il a fallu exploiter rapidement. Voilà, dans ce cas-là, vous exploitez le bois. Voilà, mais c'est très traumatisant pour un forestier qui lui a l'habitude de voir ses arbres debout, qui a l'habitude de les voir bien importants et qui du jour au lendemain les voit au sol. Voilà, c'est choquant, c'est marquant. Ça a été une grosse tempête parce que quand une génération plus jeune, on ne la connaît pas forcément, mais il faut savoir que des fois, on est encore en train de replanter des arbres dans des zones qui ont été touchées par la tempête de 99, dans certaines forêts encore actuellement. Donc c'était vraiment une grosse tempête comme la France n'a pas eu depuis plusieurs années. Et quand tu disais c'est traumatisant pour un forestier, ça veut dire que vous, votre métier, vous avez une sorte d'attachement aux arbres et à l'environnement qui est... Tout à fait. Ça vous fait du mal du coup quand vous coupez? Tout simplement parce que vous dites que... En fait, ça ne fait pas forcément du mal parce qu'on a choisi le métier de forestier parce qu'on sait qu'à un moment, l'arbre il doit être coupé pour être mis sur le marché, si je puis dire, de la transformation. Donc on éduque les arbres dans cet objectif-là pour certains et puis pour d'autres, à contrario, ils sont là pour la biodiversité. Donc c'est toujours cette recherche d'équilibre dans la nature qu'on fait. Et c'est le métier de forestier, si je puis dire. C'est ça notre métier. D'ailleurs, on dirait un petit ensemble policier, je trouve. On a des missions de surveillance aussi, effectivement. On assure la police de la forêt, si je C'est puis la dire. bande institutionnelle qui est liée au fait que ce soit un établissement. Il vient d'Espagne pour son... Voilà. Okay. Pour expliquer. Est-ce que vous avez reçu en France des clubs de foot avec la petite bande? Ok. Et du coup, vous parlez de... On n'en a pas parlé, mais de justicier de la forêt. On peut dire ça? Non. C'est pas comme Robin des Bois. Restons humbles. Non, mais est-ce que vous avez un rôle aussi de policier quand même en forêt ou... Oui, exactement. Ouais. On est assermenté, commissionné. Et vous pouvez mettre des amendes? On relève, on constate les infractions, on verbalise, on peut faire un procès verbal. On est en lien avec les procureurs pour des dossiers plus importants, par exemple de déchets. Là, je vois à Fontainebleau, on a une grosse problématique de déchets. Les gens qui viennent jeter leurs déchets en forêt, mais ce n'est pas un papier, c'est des camions. Voilà, donc des entreprises qui malheureusement sont peu scrupuleuses et se débarrassent de leurs déchets en forêt. Donc là, nous, on constate, on verbalise quand on trouve l'auteur d'infraction et ça fait partie de nos missions quotidiennes. Okay. Et pour terminer sur le réchauffement climatique, qu'est-ce que vous mettez en place pour anticiper, en fait, pour adapter la forêt à ce qui va arriver? Alors, il y a plein de choses. On compte sur la régénération naturelle, la dynamique génétique, justement, que les arbres s'adaptent génétiquement à ces évolutions. Le chêne est justement un compétiteur dans l'âme et lui a une adaptation. Le quiz T'as la réponse? Vas-y, Aline. Je termine, je te laisse la parole. Ça veut dire... J'ai la réponse, je vais te dire. Donc voilà, donc du coup on a une dynamique sur la génétique du chêne qui lui s'adapte rapidement. Et puis après, pour toutes les essences, et comme on ne met pas tous les œufs dans le même panier, si je puis dire, on amène, si je puis dire, des essences du sud de la France,
par exemple, ce qu'on appelle la migration assistée qu'on va implanter dans des régions dans l'Est, ici à Fontainebleau par exemple, qui sont des essences, mettons par exemple le chêne pubescent. Voilà un exemple concret. C'est un lit, tu nous en parlais tout à l'heure, mais c'est encore La migration assistée, ça s'appelle. Voilà. C'est pour diversifier nos essences nouveau, locales. Ça, oui, ça fait une dizaine d'années que nos scientifiques à l'ONF, notre pôle de recherche, travaillent dessus sur ces aspects-là. Voilà. Du coup, c'est pas forcément, on sait pas encore si ça marche vraiment ou pas. Non. Il y a peut-être eu deux, trois cas positifs, on ne sait pas encore. Le problème du réchauffement climatique, c'est quelque chose de nouveau et qui est très incertain. Donc du coup, on a dans l'espoir que les arbres qu'on a actuellement dans nos régions s'adapteront au réchauffement climatique. Mais dans le doute où peut-être qu'elles n'arriveront pas à s'adapter, on essaye de voir quelles seraient les meilleures essences, celles qui s'acclimateront le mieux au sol qu'on a ici et au climat qu'on aura futur. Donc du coup, on prend des essences du sud de la France, quand on est dans le nord, du coup, qu'on remonte pour essayer de tester, voir si elles résistent, si elles arrivent à produire du bois, si elles sont également bonnes pour la biodiversité, parce que les animaux qu'on peut avoir dans le nord de la France, c'est pas forcément les mêmes qu'on a dans le sud. Donc si on change toute la végétation, c'est comme si on changeait toute leur alimentation, leur lieu de vie. Donc il faut trouver ce qui est adapté aussi pour la biodiversité et tout ce qu'on peut trouver dans nos régions en fait. Donc c'est pour ça qu'on teste plusieurs essences, mais que c'est assez incertain. C'est ce qu'on appelle la forêt mosaïque. C'est ça. Voilà, on diversifie la forêt et on ne met pas tous les œufs dans le même panier, si je puis dire. C'est un peu là. Je crois que c'est ton expression préférée. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit effectivement, parce que c'est très très important en fait. Il faut diversifier justement pour les évolutions climatiques, pour la biodiversité, pour la production de la forêt. Plus elle est diversifiée, plus elle va produire, parce qu'il y a une concurrence interspécifique entre les espèces. Et donc, tu voilà. fais encore une transition parfaite pour notre parfait. troisième thématique qui est le bois, une ressource renouvelable, sur l'aspect de votre métier qui consiste à exploiter les forêts pour la ressource de bois. Peut-être juste pour commencer, pour nous expliquer, quelles sont les principales essences de bois que vous coupez? Il est à quel usage? Est-ce qu'il est utilisé en France? Est-ce qu'il est vendu à l'étranger? Pour nous faire un petit tableau de la filière bois. Donc nous, ONF, si je puis dire, on gère aussi bien donc, des forêts feuillues que des forêts résineuses, qu'on disait, les conifères et les feuillus. Donc c'est des qualités de bois qui sont liées à un arbre, à une espèce, une essence, si je puis dire, qui ne sont pas les mêmes. Donc suivant l'essence, on ne va pas avoir la même utilisation derrière. Je prends un exemple, à Fontainebleau, là on a des chênes, on a différentes qualités de chênes. On a des très beaux chênes qui vont être valorisés pour faire des tonneaux pour le vin, par exemple, ce qu'on appelle le mérin. Donc voilà, on va valoriser des chênes. Il n'y a que ce chêne-là qui peut... Ah, il n'y a pas que celui de Fontainebleau, non, il y a plusieurs chênes, mais... Non, là, je veux dire pour faire les tonneaux de vin. Oui, alors c'est Ok. une qualité d'arbre spécifique. Voilà. C'est parce que Celui-là, ça a touché le goût. Oui, c'est ça, Ok. c'est ça. Les tanins, il y a un échange avec le vin de tanins. Et une chose très importante pour le tonneau de vin, c'est qu'il soit déjà hermétique. Donc du coup, si on a un arbre avec plein d'intersections pour les branches, des choses comme ça va faire des petits trous. Et un trou dans un tonneau, on ne stocke pas beaucoup de bois de vin à l'intérieur. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment sans défaut. C'est vraiment la meilleure qualité qu'on ait, c'est pour faire les tonneaux et les mérins du coup. Intéressant. Après, on a le bois d'œuvre classique, si je puis dire, où on va faire du parquet, du meuble, différentes utilisations. Puis plus on va sur des utilisations moins nobles, plus on va s'orienter sur des qualités et des produits derrière qui sont par exemple la pâte à papier ou l'industrie pour faire des panneaux de particules où on compresse, vous voyez comme ici, là ça c'est du bois compressé, on compresse du coup des couches d'arbres, enfin des broyages d'arbres compressés pour faire du panneau particules, pour avoir des produits différents. Et ça, on le fait avec les qualités un peu moindres. Puis après, on a la qualité vraiment loin de la production de bois d'œuvre classique, assez noble, c'est le bois de chauffage, c'est le bois qu'on va brûler pour chauffer. Voilà, ça, c'est des qualités qu'on ne revalorise pas forcément dans le quotidien. Oui, mais il est important. Il est aussi important justement dans le cadre des évolutions. Là, on voit le pétrole, malheureusement, le gaz, nos tarifs auxquels il faut les acheter à l'heure actuelle. Le bois est une ressource naturelle et durable, donc voilà, on peut miser aussi sur ce chauffage au bois qui lui aussi est important. Voilà. Est-ce qu'il y a une demande je m'avance c'est un peu trop vite, mais est-ce qu'il y a une demande plus grande du coup dans le marché du bois ou ça a diminué? La demande est croissante, si je puis dire. Elle est croissante. Oui. La construction bois se développe. Là, je parle pas au niveau mondial, on va se concentrer sur la France. Ouais, sur la Donc, France.
au niveau architecte, ils utilisent de plus en plus le bois dans les constructions. Déjà, eux, ils préconisent déjà au niveau de la construction. Oui, puis c'est durable, et comme on dit, ils stockent le carbone, alors que le béton, lui, ne stocke pas le carbone, par exemple. Ah, donc une maison en bois va stocker du carbone. Exactement. Ouais. Toute votre charpente, vos fenêtres, vous stockez le carbone. Donc vous avez un rôle sur le stockage du carbone. Elle ne va pas continuer à stocker, mais le carbone qui a été stocké dans Il est le dedans. bois va être maintenu, stocké. Ah, d'accord. tant Il est qu'on a dedans. Ah, je crois que la maison respirait aussi. Non, non, j'ai bien vu. C'était, pardon, oui, j'ai pas précisé, tu as bien fait de compléter, Aline. J'ai une question de Léo qui demande est-ce que du coup sur le chauffage aussi, est-ce que ça augmente la demande du coup, j'imagine qu'il a voulu dire ça. Le prix du bois de chauffage. Non, c'est ça je pense. Ah oui, non, la demande, oui, elle est croissante. Oui. Elle est La croissante demande est sur le chauffage croissante, notamment du fait du prix du fioul et autres matières qui augmentent. Le bois, il y a une demande particulière parce que le bois reste moins cher forcément à l'utilisation que ces matières. Et sur l'exploitation du bois, il y a une question qu'on voulait vous poser parce que nous, on est un média associatif qui défend l'écologie, l'environnement et on est beaucoup en contact avec des associations. Et il y a des critiques qui sont formulées à l'encontre de l'ONF chez certaines associations, notamment Canopée Forêt Vivante, qui peuvent accuser l'ONF parfois d'être trop soumis en fait, à une logique commerciale par rapport à votre mission d'exploiter le bois. Et qui dit que cette logique va en fait à l'encontre parfois de la pérennité des forêts. On voulait vous demander, vous, quelle vision vous avez sur ça? Est-ce que parfois vous avez l'impression que cette logique commerciale, effectivement, elle prend le pas sur la préservation des forêts? Tout dépend, si je puis dire, quel point de vue on se place. Nous, on a des documents de gestion durable, c'est l'aménagement forestier. Donc cet aménagement, il cadre notre gestion. Si lui, il nous indique que les coupes qu'on va réaliser sont faites dans un cadre de gestion durable et qu'il y a un renouvellement, parce qu'il y a un investissement en travaux derrière, on peut couper la forêt, on peut couper les bois dans le cadre de cet aménagement-là. Voilà. On n'intervient pas, nous, de notre plein gré, en disant on va faire ça comme ça aujourd'hui, on va les couper. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on coupe un arbre, quand il y a une coupe en forêt, c'est dans le cadre d'un document de gestion durable. Voilà. Qui sont rédigés par qui, les documents de gestion? Donc les documents sont rédigés par ce qu'on appelle nous une profession, un métier, c'est des aménagistes, des chefs de projet d'aménagement qui eux rédigent ces documents en lien avec les unités de terrain, Aline, moi, voilà, on construit un document de gestion durable pour les 20 prochaines années et qui eux sont validés par le ministère. C'est pas un document voilà, il y a une validation derrière officielle du ministère de nos documents. Donc on dépend de deux ministères, on a le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, et du Développement durable. Comment? C'est lié à quoi l'agriculture? C'est le passé historique de l'ONF, ça a toujours été le ministère de l'Agriculture de façon générale qui gérait la partie forestière. Parce qu'à l'époque, le ministère de l'écologie n'existait pas. Il y a eu, dans les créations de l'office, à la fin des années 60, voilà, c'est le ministère de l'Agriculture qui, lui, était présent et qui a pris en charge la gestion des forêts, si je puis dire. Parce que dans l'agriculture, on pense tout de suite aux forêts, aux choses comme ça, mais le fait de gérer une forêt, ça s'appelle la sylviculture. Donc il y a quand même un terme qui est relié à l'agriculture. Donc c'est vraiment une gestion pour pouvoir produire un milieu naturel, autant c'est dur de le comparer à un champ ou quelque chose comme ça, mais on produit du naturel pour pouvoir le vendre, des choses comme ça, donc c'est pareil. Et pour revenir sur le document d'aménagement, c'est vraiment réfléchi pour que les forêts soient pérennes et vivent plusieurs années. Donc si l'aménagement dit on coupe pas là, c'est pas moi qui vais décider, si on coupe quand même, c'est le document et il fait foi et on ne peut pas en déroger, sauf problème du réchauffement climatique qui fait que là tous les arbres sont dangereux pour le public, on va être obligé de les couper. Là c'est des choses qu'on peut rajouter, mais sans intérêt que ce soit pour le public ou pour la biodiversité, on ne peut pas rajouter des coupes pour le plaisir et se dire cette année je veux couper plus de bois pour avoir plus de production, on ne peut pas. Il faut vraiment suivre le document qui a été fait et validé par les ministères et on ne peut pas en déroger. C'est ce qui fait que, comme on a dit tout à l'heure, chacun gère un petit bout. Si moi demain je change de région, la personne qui va arriver après, elle va pouvoir suivre la continuité de ce que je faisais et faire durer la forêt. Pas lié à une personne, c'est vraiment pour la forêt. Et on ne va pas dire justement qu'on coupe plus parce qu'il y a besoin de plus de bois cette année-là. Le document de gestion, il nous dit vous avez possibilité de couper tant cette année-là, vous coupez tant. Et même s'il y a besoin de plus, ce n'est pas le document de gestion qui va faire.
il cadre justement l'opération de la coupe, donc on ne pourra pas couper plus. En aucun cas, le document de gestion il est fait en rapport avec les demandes de bois. Voilà, donc du ça. coup, cette année il y a besoin de beaucoup de bois, on vendra ce qu'on peut couper et Alors, pas plus en fait. Peut-être que le type de bois planté est fait en rapport avec l'exploitation. Alors nous, c'est pas ce que je vous disais, la plantation, c'est pas notre priorité. La priorité, c'est qu'on a plus de 80% de la forêt qui est gérée naturellement. Voilà, c'est la régénération naturelle, c'est ce que les arbres là produisent et donnent comme petit, si je puis dire, pour l'avenir. Voilà. Et quand on n'a pas ce dynamique naturel ou quand on a un problème de scolyte, là c'est là qu'on va replanter. Là. Et on va mettre justement des essences qui vont être diversifiées. On ne va pas mettre qu'une seule essence, on va diversifier nos essences. Donc on va installer plusieurs essences dans un territoire qui lui n'avait peut-être avant qu'une seule essence. Voilà. L'épicéa. On a du mal à se rendre compte, par exemple, dans certaines parties de la France, il y a eu des plantations de Douglas ou des plantations monospécifiques qui ont été faites. Et la forêt, elle n'évolue pas aussi rapidement que nous. Donc ça veut dire qu'il y a 40 ans en arrière, on plantait une seule essence, on récoltait le bois, on le faisait. Donc à cette époque-là, ça a été planté. Actuellement, les idées changent et même nous, notre façon de produire le bois en forêt, ça change, ça évolue. On fait beaucoup plus attention à la biodiversité, mais il faut faire avec ce qui a été fait il y a 40 ans. Donc du coup, on ne peut pas dire on recoupe tout, on refait. Non, en fait, il faut continuer le cycle qui est lié à l'aménagement en essayant petit à petit de rapporter peut-être de la biodiversité. Donc c'est vrai qu'il y a certains endroits où on se dit on coupe tout, on replante, mais en fait c'est parce que on a eu l'héritage de ce qui a été fait il y a certaines années avant nous et on ne peut pas tout réinventer. En fait, on est obligé de faire avec ce qui a été fait. Donc du coup, il y a des endroits où effectivement on continue de couper, mais il faut savoir que on ne fait pas de déforestation puisqu'on va replanter de la forêt après et on va essayer de refaire un cycle plus naturel, mais on a eu comme héritage des plantations de Douglas qui font que en dessous rien ne pousse, on est obligé de finir le cycle pour en recommencer à nouveau. On ne peut pas tout arrêter parce que l'idée change. Parce que là maintenant vous en faites plus du coup des plantations où il n'y a que des Douglas ou comme ça. On essaye d'éviter de faire des plantations d'une seule essence. Déjà rien que le fait qu'il y ait le réchauffement climatique, c'est que comme on a pu voir dans l'Est, c'est le scolyte qui vient et il nous décime toute la forêt. Si on avait mélangé un peu, on aurait des survivants. Donc on est conscient de ça et c'est quelque chose que l'ONF veut, faire une forêt mosaïque avec plusieurs essences, plusieurs choses déjà pour la biodiversité et pour essayer de mieux répondre au réchauffement climatique. Donc du coup c'est des choses qui se font presque plus. Il y a un terme qui est lié à ce que tu disais sur on enlève tout et on replante, etc. C'est les coupes rases. C'est ça. Ça, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est assez critiqué par les associations? Est-ce que vous pouvez expliquer si oui ça existe, alors pourquoi vous le faites Alors oui, ça existe en France. Du coup, c'est lié au document d'aménagement. Tout ce qu'on a dit, c'est que ça n'est pas fait aujourd'hui pour demain. C'est que ça a été fait il y a 20 ans. Et des fois, on arrive au bout de ces documents. Donc du coup, ça fait 20 ans que ça a été fait. Les idées sont plus actuelles, mais on est obligé de respecter quand même ce cycle qui a été fait. Mais il faut savoir que à l'ONF, toutes les coupes rases qui sont faites, soit va y avoir de la plantation, soit va y avoir de la régénération naturelle. Donc la forêt va revenir, c'est sûr. Après, il faut laisser le temps à la forêt. C'est pas la même espérance de vie que nous. C'est beaucoup plus long en fait. Donc du coup, nous on revient aujourd'hui, on revient dans un an, il n'y a toujours rien. Il faut laisser le temps à la forêt de revenir aussi en fait, parce que c'est pas la même croissance que nous. Donc du coup, des fois, c'est des choses qui sont plus lentes. Il faut savoir être patient. Est-ce que par exemple, quand il y a je reviens un peu à la plantation par exemple de Douglas, si on a toujours le même arbre, est-ce que ça y a une perte de la biodiversité? Parce que du coup, le milieu est moins riche forcément quand on n'a qu'une seule espèce. Quand on a une diversité, on a un milieu plus riche, oui, par le fait, oui. Ça vous est déjà arrivé d'en voir du coup de ces... Des plantations de Douglas par exemple, oui, ou juste une perte de la biodiversité ou... Alors, dans nos forêts ici, non, on n'a pas de plantation de Douglas, on n'utilise pas le Douglas de façon générale. C'est parcimonieusement en timbre-poste, un hectare par-ci par-là, mais c'est justement dans cette forêt mosaïque qu'il est utilisé. Nous, on n'a pas de massif boisé en Douglas. Si par exemple, comment ça se passe? Parce que là, hop, on coupe, parce que là, du coup, vous avez dit que c'était des arbres qui sont plantés depuis plus de 40 ans. On les coupe, et comment on peut repeupler, on va dire Dans des endroits comme ça où du coup il n'y avait qu'une seule espèce et la biodiversité ne viendra pas naturellement, on va faire des plantations. Donc du coup, étude du sol et du climat qu'il y a là pour trouver les essences qui seront le plus adaptées et pour la biodiversité qu'on va trouver autour et puis même les animaux, les insectes, trouver des choses
qui va pouvoir et produire du bois et aider la biodiversité à recoloniser les forêts. En qui étaient complément de la régénération peut-être- naturelle. C'est ça. Voilà. On Il ne s'appuie nous sur la reste, dynamique naturelle. Il ne nous Combien de reste temps que 10 minutes dans ce live. C'est déjà fini. On a appris énormément de choses sur les animaux et la forêt. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le chat pour terminer? Ouais, il y en a une. Il y a. Si vous avez Parce que je vois pas trop. Un message d'espoir pour les forêts ou pour les gens à faire passer, c'est le moment. Aussi. Il y a Riesler 407 qui demande est-ce que c'est possible d'augmenter la surface de forêt en France, sachant qu'avant la France, c'était 85% des forêts. J'ai pas cette statistique-là, C'est mais ce que déjà, j'allais 30 dire, et d'où quelques tu la pourcents, sors, on est Riesler. déjà dans des proportions qui n'ont pas été atteintes depuis de nombreux siècles. Donc elle augmente tranquillement, progressivement. Il faut savoir que la Elle va plupart continuer à des, augmenter. quoi. Oui. la plupart des forêts de l'ONF, elles ont des statuts de protection, ce qui fait que ce qui est sûr, c'est qu'elles diminueront pas. Après, augmenter, ça c'est si autour c'est que des propriétaires, il va falloir que le propriétaire privé accepte de faire de la forêt. Ça c'est indépendant des volontés de l'ONF. Mais c'est sûr que, en tout cas en Ile-de-France, les forêts elles diminueront pas et elles pourront augmenter si l'occasion se présente d'augmenter. Bon, le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'en ai eu juste une. Par exemple, quand il y a de la déforestation qui se passe, quand vous devez déforester des hectares ou quoi. Alors stop. On déforeste pas en France. Tout de suite, on emploie le bon terme. Le mot déforestation n'existe pas en Du coup, France. je Voilà. change par quoi? La déforestation, c'est pas en France. Voilà. Ok. En France, On déboise. on coupe, on renouvelle. Voilà. La déforestation, comprendre c'est pour faire de l'agriculture derrière à la C'est place de ça. la forêt. Ok, Pour ok, ok, comprendre la ok, ok. nuance, déforestation, Ah, c'est on quand change la nature du sol. Voilà, c'est ça, Ok. on change le but ce qu'il va avoir. C'est-à-dire si on coupe pour replanter et refaire de la forêt, c'est pas considéré comme de la déforestation. Je coupe, je fais un centre commercial, je fais de l'agriculture, je fais autre chose du terrain, mais je fais plus de la forêt. Ok. On peut avoir des coupes rases qui vont être replantées. Ça, c'est dans les cycles de production qui ont été vus il y a plusieurs années, mais du coup, ça c'est pas considéré comme de la déforestation parce que ça ne répond pas à la Je savais pas. définition Non, non, du mot en fait. Non, mais c'est trop bien. Et du coup, pour finir la question, quand on coupe, est-ce que du coup il y a des périodes selon les animaux? Parce que je pense qu'il y a des nids, il doit y avoir des choses comme ça. Je ne sais pas si vous respectez du coup, cette éthique animale. Tout dépend après, tout dépend où on se trouve sur le territoire et le degré de protection qu'on a dans nos forêts. Donc on prend en compte au quotidien la biodiversité ordinaire. Et puis là, nous, je vois qu'à Fontainebleau, là, on a un exemple, on est situé en zone Natura 2000, donc on applique des règles un peu plus drastiques peut-être qu'ailleurs. Donc on ne fait pas de coupe, par exemple, sur la période de nidification du mois d'avril à fin juin. Voilà, c'est des nouvelles mesures qu'on a prises, qu'on met en place suite C'est comme à assez ces deux- récent. C'est des documents, oui, c'est lié au cadrage, aux évolutions des documents européens, Natura 2000, qui nous imposent aussi certaines règles par rapport aux habitats. Quand on a des espèces un peu emblématiques, comme le disait ma collègue tout à l'heure, on est obligé de tenir compte de toutes ces espèces. Donc on y fait attention fortement, on ne va pas les couper dans les périodes de nidification autour de ces espèces-là. Voilà. On va voir si le chat a répondu. Si tu veux, Raph, continue un peu. Je vois qu'il y a des questions. Non, mais c'est bientôt la fin. Peut-être Aline, une question sur la place des femmes. Je sais que c'est un métier pas très féminin, Non, forestier. effectivement, Ah bon Il y à combien le pourcentage? C'est à peu près 22%. 22% de femmes. Ouais. Et pourtant, toutes les femmes peuvent devenir forestières. Toutes les femmes peuvent devenir forestières, c'est vrai. Il faut vraiment faire la différence. Par exemple, moi, je ne suis pas avec une tronçonneuse en train de couper des arbres. Donc, du coup, c'est vraiment même un métier qui est pas physique dans le sens si on peut marcher. Marcher toute la journée, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de savoir couper un arbre, choses comme ça. Donc, c'est vrai que Avec quoi vous c'est coupez pas vos arbres d'ailleurs? des tronçonneuses. Ok. Non, l'ONF a envie qu'il y ait plus de femmes présentes et puis ça peut faire peur de travailler qu'avec des hommes, des forestiers. Moi, en tout cas, dans les équipes sur lesquelles je suis tombée, ils sont vraiment très bienveillants avec moi. Donc du coup, j'ai beaucoup de chance, mais je pense que je parle pour toi aussi, ils sont contents d'avoir des femmes dans l'équipe. Ça apporte des regards des fois De différents. l'intelligence, de la sensibilité. Un humour qui est plus avec plus de touches plus subtiles peut-être. Sûrement. Mais non, c'est Vous avez pas. beaucoup de qualités, il faut les dire. On termine sur un... Oula, je viens de taper mon J'ai temps. 2-3 questions Ah, sur le chat. allez-y. Bon, vas-y. Désolé, les petits loulous, là, vous m'avez tous écrit. Alors Nathan qui dit quelles sont les études qu'il faut faire pour devenir forestière? Il y a un BTS gestion forestière qui du coup est présent dans les lycées agricoles et qui du coup ouvre vraiment la porte. Pour être technicien en forestier, en tout cas, il faut avoir au minimum ce BTS. Et nous, on ouvre la porte aux jeunes aussi en apprentissage. C'est ça. Justement, on emploie des jeunes en apprentissage dans ces BTS-là. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés par la forêt,
de rentrer dans ces filières-là. Elles sont porteuses d'avenir. Ok. Il y a Montaigne D qui nous dit, j'enchaîne les questions, là on les enchaîne puis on termine. Quel est l'avis sur la libre évolution comme, j'arrive plus à lire, je vois rien en plus, ce qui est fait dans les réserves intégrales mises en place par l'ASPAS par exemple? Ben, on a des endroits, comme on parlait tout à l'heure derrière, où on a des réserves biologiques intégrales. Donc, du coup, c'est la même idée, c'est laisser la nature faire sans avoir l'impact de l'homme. On ne peut pas le faire partout parce qu'en fait, on doit aussi accueillir le public. Et du coup, les zones comme ça, c'est des zones qui sont un peu dangereuses parce qu'il y a des arbres morts, il y a des choses comme ça. Et puis, si le public vient se promener, finalement, l'impact de l'homme, il est présent. Donc du coup, on ne peut pas prendre une forêt entière en se disant ça c'est une réserve biologique parce que du coup, les habitants autour, c'est les forêts où ils ont l'habitude de venir se promener, ils seraient contre en fait. Donc du coup, on essaye de faire ça un peu à tâtons, faire des petits endroits où on essaye de faire des réserves biologiques intégrales tout en laissant une autre partie ouverte au public. 50 000 hectares de forêts protégées en réserve biologique à l'ONF. En France. Pour vous donner à peu près une idée. 50 000 hectares. Ok. Ça refait je sais pas combien de kilomètres carrés. 50 terrains de foot. 50 000 terrains de foot. 50 000 terrains de foot. Ok. C'est grand. Il y a des petites questions drôles, je les cite juste parce que ça me fait rire. Il y a Léo qui dit est-ce que c'est vrai que c'est pas bien de mettre des plantes dans sa chambre? Et il y a Nathan qui a posé une bonne question, je trouve, c'est quels impacts positifs ou négatifs aurait l'interdiction de la chasse récréative? On parle bien de la chasse récréative. On n'a pas de chasse récréative à l'ONF. C'est vraiment, on loue des territoires de chasse pour que les chasseurs soient là pour réguler la population de cervidés et de sangliers qui peut être à un moment, quand ils sont trop nombreux, néfaste à la pousse de la forêt et à la biodiversité. Et on fera une émission sur la chasse un jour prochainement. sur Umeco et People, donc ce sera l'occasion de discuter de ces débats-là. Eh bien, j'ai envie de vous dire merci beaucoup d'être venu vous asseoir avec nous. Je sais que c'était pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude de faire au quotidien, donc merci d'avoir pris le temps de le faire. Ouais, avec Alors plaisir. c'était bien passé? Oui, Très effectivement, merci. Il n'y a pas eu besoin de faire un massage? Non, tout on est bon était bien détendus. Ça Ok. On est bon. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci aux gens qui nous ont suivis. Oui, merci pour tout. Si vous voulez devenir forestier, j'imagine que vous pouvez aller sur le site de l'Office national des forêts, il y a toutes les informations C'est ça. nécessaires. Et puis nous, sur People, on se retrouve lundi pour le gros People, l'émission présentée par Nathan. C'est pas parce qu'il est gros, on le répète, il y a la confusion à chaque fois, mais c'est Il le vraiment dit pas souvent ça. en plus. Il le dit lui-même. Et puis bonne journée. Moi je vais dans faire la un truc. forêt. Bonne journée à tous.